Il existe un endroit où la majorité des terres ne sont pas seulement inhabitées, mais inhabitables. Là où les routes disparaissent dans le sable, où les villes surgissent et s'évanouissent comme des mirages, où même la capitale repose sur une terre que le désert cherche à reprendre. Bienvenue en Mauritanie, un pays dont presque personne ne parle, et où encore moins peuvent imaginer vivre. Avec plus d'1 million de kilomètres carrés, la Mauritanie est plus grande que la Californie et le Texas réunis. Mais 90% de cette superficie est désertique. Pas un désert romantique à la Lawrence d'Arabie, mais un Sahara brutal, sec et impitoyable. Les températures y dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius. Les tempêtes de sable étouffent le ciel. Il existe des endroits où il n'a pas plu depuis des années. Et dans cette chaleur, dans ce vide, vivent environ 4,5 millions de personnes. Principalement entassées le long de la côte atlantique, là où l'air est un peu plus respirable et la terre à peine plus accueillante. La capitale, Nouakchott, a été construite dans les années 1960 pour 15 000 habitants. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes y vivent, souvent dans des bidonvilles, sans électricité, sans égouts, sans eau potable. Il n'y a pas de fleuve naturel, pas de pluie stable, pas d'arbres, juste du vent, du sable et de la survie. Et c'est ça, la meilleure partie de la Mauritanie. Si l'on va vers l'intérieur, il n'y a souvent rien. Pas de route, pas d'infrastructure, pas d'emploi, seulement de petites communautés nomades qui s'accrochent à la vie. Mais ce n'est pas seulement l'environnement qui rend la vie ici si difficile. C'est quelque chose de bien plus troublant. Quelque chose qui, officiellement, n'existe pas, mais que tout le monde sait réel. La Mauritanie est l'un des derniers pays au monde où l'esclavage est encore pratiqué aujourd'hui. La Mauritanie a été le dernier pays au monde à abolir officiellement l'esclavage. Cela s'est produit en 1981. Mais pendant près de 40 ans, l'abolition est restée purement théorique. Posséder un autre être humain n'était pas un crime. Juste mal vu. Ce n'est qu'en 2007 que la Mauritanie a adopté une loi criminalisant réellement l'esclavage. Et il a encore fallu 6 ans de plus avant qu'une première condamnation ait lieu. Mais voici la vérité. Malgré les lois, l'esclavage existe toujours en Mauritanie. Pas caché, pas souterrain, à la vue de tous, en plein jour. Comme si on était encore au 19e siècle. Les estimations varient, mais les organisations de défense des droits de l'homme parlent de dizaines de milliers d'esclaves. Certains avancent le chiffre de 90 000. Cela représente près de 2% de la population du pays. L'esclavage en Mauritanie est héréditaire. Si votre mère était esclave, vous l'êtes aussi. Vous naissez dans un système de caste, piégé dès la naissance. Il n'y a pas de chaîne, pas d'enchère, mais il y a du contrôle. Total, permanent, incontestable. Les esclaves sont forcés de garder le bétail, de puiser de l'eau dans des puits éloignés, de construire des maisons qu'ils ne posséderont jamais, de préparer des repas qu'ils ne mangeront jamais, d'élever des enfants pour des maîtres qui ne les libéreront jamais. On leur refuse souvent l'éducation, les soins médicaux, les papiers d'identité, et comme beaucoup ne connaissent rien d'autre, ils ne réalisent de même pas qu'ils sont esclaves. Beaucoup n'ont jamais vu un tribunal, jamais voté, jamais eu le choix. Et pour ceux qui essaient de fuir, la vie ne devient pas vraiment plus facile. Car même quand on quitte l'esclavage, on est encore traité comme quelqu'un qui n'a pas sa place. Même pour ceux qui ne sont pas réduits en esclavage, la vie en Mauritanie est d'une brutalité extrême. Le pays est l'un des plus pauvres de la planète. Son PIB par habitant se classe parmi les plus bas au monde. Dans certaines zones rurales, les gens survivent avec moins de 1,50 $ par jour. Il n'y a pas de grande industrie, pas d'agriculture à grande échelle, pas de tourisme solide et aucun filet de sécurité.
Plus d'un tiers de la population est analphabète. Le chômage des jeunes dépasse les 30% et atteint des niveaux encore plus élevés dans certaines régions. Pour beaucoup, la vie se résume à attendre. Attendre une pluie qui ne viendra peut-être jamais. Attendre de la nourriture qui n'arrivera peut-être pas. Attendre une opportunité qui n'a jamais existé. Le changement climatique aggrave encore la situation. Le Sahara progresse. Les pâturages traditionnels se transforment en dunes. Des villages entiers ont été abandonnés. Et dans les villes, il n'y a plus de place. Nouakchott étouffe sous la pression de la migration, de la pauvreté et de bidonvilles faits de tôles rouillées. Pour les jeunes, le seul vrai rêve, c'est de partir. Mais partir est un pari dangereux. Des milliers de Mauritaniens ont tenté de fuir par la mer. Ils montent à bord de frêles embarcations en bois en direction des îles Canaries, des territoires espagnols isolés au large des côtes africaines. C'est un voyage de plus de 1000 kilomètres à travers l'océan Atlantique. Beaucoup n'y arrivent jamais. Ils se noient, disparaissent ou sont arrêtés et renvoyés vers la même misère qu'ils avaient tenté de fuir au péril de leur vie. Un jeune homme a dit à un journaliste : « Si je reste, je meurs lentement. Si je pars, je peux mourir vite. Dans tous les cas, je meurs. » En Mauritanie, la question n'est pas comment vivre, mais si vivre est seulement possible. Et ce qui rend cela encore plus tragique, c'est que la plupart des Mauritaniens ne peuvent même pas en parler. Car ici, le silence n'est pas seulement un effet de la pauvreté. C'est une politique d'État. La Mauritanie se présente comme une démocratie. Mais en réalité, c'est un État militaire, enveloppé d'une fine couche de politique civile. Le président est élu, oui, mais depuis des décennies, le pouvoir reste entre les mains de l'élite militaire. Chaque transition est soigneusement orchestrée. Les partis d'opposition sont tolérés, mais seulement s'ils restent silencieux. Le véritable pouvoir ne se trouve pas au Parlement, mais dans les casernes. Critiquez le régime et vous disparaissez. Réclamez la justice et vous êtes arrêtés. Parlez trop fort de l'esclavage et vous êtes qualifié de traître. En 2012, l'un des militants anti-esclavage les plus connus du pays, Biram Da Abeid, a publiquement brûlé d'anciens textes islamiques utilisés pour justifier l'esclavage. Il a été arrêté, non pas pour incitation à la haine, mais pour atteinte à l'unité nationale. Il a été emprisonné à plusieurs reprises, battu, menacé. Et pourtant, il continue le combat. Et il n'est pas seul. À travers la Mauritanie, des voix courageuses s'élèvent pour être aussitôt réduites au silence. Les journalistes sont censurés. Les organisations de défense des droits humains sont dissoutes. Les réfugiés et les anciens esclaves sont souvent emprisonnés pour être apatrides. Leurs papiers sont perdus, leurs plaintes jugées infondées. Le système judiciaire n'est qu'une formalité. Dans les zones rurales, il est presque inexistant. La police refuse souvent d'intervenir dans les affaires d'esclavage, prétextant qu'il s'agit d'une affaire familiale. Et même quand les cas arrivent devant les tribunaux, les poursuites sont rares, les condamnations encore plus, et les peines, souvent symboliques. La vérité, c'est que ce système n'a jamais été conçu pour protéger les pauvres. Il a été construit pour préserver le silence. Et ça fonctionne. Parce que si vous mourrez de faim, vous ne protestez pas. Si vous avez peur, vous ne parlez pas. Et si vous avez été invisible toute votre vie, vous n'attendez pas qu'on vous voie maintenant. Mais le plus déchirant dans tout cela, c'est que même ceux qui sont libres légalement ne le sont pas vraiment. En Mauritanie, la liberté ne dépend pas seulement des lois, elle dépend de qui vous êtes. Car même si vous n'êtes pas légalement esclave, vous pouvez toujours être traité comme moins qu'un être humain. Voici les Haratins, un groupe qui représente jusqu'à un tiers de la population
du pays. Ce sont des Mauritaniens noirs, les descendants d'esclaves. Et à bien des égards, ils sont encore traités comme tels. La Mauritanie est divisée non seulement par la richesse, mais aussi par la caste et la couleur de peau. Tout en haut, on trouve les morts blancs, des Arabes berbères à la peau plus claire, historiquement au pouvoir. Ils dominent la politique, l'armée et l'économie. Ils possèdent les terres, le bétail, les écoles. Tout en bas, les Haratins. Même libres, ils sont souvent sans terre, sans emploi, exclus des postes de pouvoir, considérés comme des étrangers permanents dans leur propre pays. Beaucoup de Haratins vivent dans des quartiers séparés. On attend d'eux qu'ils restent à leur place, qu'ils servent en silence, qu'ils ne remettent jamais en cause l'ordre établi. Les mariages entre Haratins et Maures blancs sont rares et souvent tabous. Dans certaines régions, les enfants haratins sont encore privés d'accès à une éducation de qualité. On les oriente vers les travaux manuels, les tâches domestiques, ou vers rien du tout. Et ce n'est pas seulement social, c'est aussi économique. Sans terre, sans capital et sans reconnaissance légale, nombre de haratins vivent dans une prison invisible. Une prison sans chaîne, mais avec quelque chose d'encore plus puissant, la tradition. Un fermier haratin peut cultiver le même champ pendant 40 ans. Mais si cette terre appartient à son ancien maître, il n'a aucun droit, aucune protection légale, aucune sécurité. Il peut être expulsé en un jour, et il l'est souvent. En théorie, la Constitution mauritanienne garantit l'égalité. En pratique, elle ne garantit rien. Car ici, la liberté n'est pas définie par la loi. Elle est définie par la lignée. Et quand votre sang vous désigne comme serviteur, toute votre vie devient une peine silencieuse. Zapitage Tchatbota. Chat GPT. Pour la plupart du monde, la Mauritanie n'existe pas. C'est un nom sur une carte, un pays que personne ne sait prononcer, une tache vide de désert entre le Sénégal et le Sahara. Mais pour ceux qui y vivent, elle est bien réelle, tout comme l'est la lutte pour survivre et pour être libre. Malgré les risques, certains résistent. Biramda Abeid, le militant anti-esclavagiste emprisonné encore et encore, s'est présenté à l'élection présidentielle. 2 fois. Il n'a pas gagné, mais il a recueilli des centaines de milliers de voix. Et quelque chose d'encore plus puissant. Il est devenu un symbole. Le symbole qu'on peut naître esclave, et quand même se lever, parler, combattre. D'autres organisations locales, comme SOS Esclaves, documentent les cas d'esclavage moderne, sauvent des victimes et tentent de faire bouger les choses, un tribunal à la fois. Mais leurs ressources sont limitées, leurs dirigeants sont harcelés, et leurs victoires sont rares. Et pourtant, ils ne s'arrêtent pas, car pour chaque personne qu'ils aident, chaque vie qu'ils sauvent, chaque injustice qu'ils révèlent, la Mauritanie change, lentement, dans la douleur, mais de manière indéniable. Le changement ne viendra pas d'en haut, ni des généraux, ni des ambassades étrangères, ni des communiqués de presse. Il viendra de celles et ceux qui en ont assez, ceux qui refusent d'accepter que leur valeur soit déterminée à la naissance, ceux qui refusent de se taire, même quand personne n'écoute. Et peut-être est-ce là la vraie peur du régime. Pas les manifestations, pas les journalistes étrangers, mais la vérité, que la Mauritanie est remplie de gens qui croient encore à la liberté, même s'ils n'en ont jamais goûté. Si cette histoire vous a ouvert les yeux, abonnez-vous. Nous parlons des lieux que le monde oublie, des peuples qui l'ignorent, des systèmes qu'il laisse perdurer dans le silence. C'était la Mauritanie, un pays où la vie est presque impossible, mais où l'espoir refuse de mourir. Zapitage Tchatbota Chat GPT